En 1959, dans l'URSS, un groupe de 9 étudiants accompagnés d'un professeur vont tenter de gravir le mont Otterten, une montagne surnommée à l'époque la montagne des morts, et malheureusement le groupe ne reviendra jamais. Cette histoire va créer énormément de spéculations en tout genre, avec des histoires d'extraterrestres, de Yétis, ou alors des complots gouvernementaux concernant la mort de ces étudiants, toutes les plus farfelues les unes que les autres. Cette histoire, je la connais depuis super longtemps, j'avoue que c'est pas une histoire que j'ai découvert récemment, mais je m'étais jamais plongée autant dans cette histoire et je vous avoue que c'était juste hyper intéressant. J'étais vraiment plongée dedans au fur et à mesure de mes recherches et j'ai trouvé un site, je vous le mets en barre d'infos, ou en description, je pense que ça s'appelle comme ça, où vous avez tout dessus. Je crois que ça va être la vidéo la plus illustrée de ma chaîne puisque j'ai toutes les images de l'expédition, on y reviendra après là-dessus, mais j'ai énormément d'images et il y en a que je ne pourrais pas vous mettre, elles sont beaucoup trop trash honnêtement. Mais par contre si vous avez une curiosité, elles sont pas traumatisantes non plus, moi je vous les mets pas, mais en tout cas sur le site vous pouvez retrouver toutes les photos de l'expédition, de leurs retrouvailles, etc. Ce qui est plutôt intéressant. Donc sur ce, je vous invite à bien vous installer, la vidéo risque d'être assez conséquente puisqu'il y a énormément de choses à dire. Prenez quelque chose à grignoter, un petit café, peu importe. Je peux vous assurer que là je dois avoir 4 ou 5 pages de notes, donc honnêtement on s'en va dans une bonne vidéo. Installez-vous et c'est parti pour l'histoire du jour. Donc notre histoire nous emmène en URSS en janvier 1959 où un groupe d'étudiants de l'école polytechnique de l'Oural décide de partir en expédition pour gravir le col de la montagne d'Otterten. Je sais pas encore si je le prononce bien, on va pas me juger là-dessus. Déjà, première chose, il faut savoir que les étudiants ne sont absolument pas novices dans le domaine, c'est des étudiants qui sont habitués à grimper en montagne. À l'époque, il existe plusieurs niveaux en URSS pour déterminer votre niveau en alpinisme et il y en a 3, eux ils sont niveau 2. Donc ils sont quasiment au plus haut niveau. Et justement, gravir cette montagne allait leur apporter cette certification pour atteindre le niveau 3 en alpiniste, donc le plus haut niveau à l'époque. Donc autant vous dire que c'est pas, voilà, ils allaient pas dans quelque chose qu'ils ne connaissaient pas, ils savaient très bien ce qu'ils faisaient, ils étaient aguerris. L'expédition est composée de 8 hommes et de 2 femmes. Sur les étudiants tous âgés à peu près d'une vingtaine d'années, sauf le professeur qui a à peu près la trentaine. Alors malgré les apparences, c'est pas le prof qui va guider les élèves, mais un des élèves qui va se porter en fait leader du groupe et qui va les amener, les guider, etc. durant l'expédition. Et ce dernier s'appelle Igor Dyatlov. Donc si vous connaissez cette histoire, vous connaissez ce nom, puisque justement l'histoire porte son nom, et bien plus après, on y reviendra plus tard. Igor Dyatlov est un étudiant de 23 ans, il étudie l'ingénierie spécialisée dans les communications radio. Donc leur objectif est simple, c'est de partir en expédition pour grimper cette montagne. Tout simplement, c'est vraiment leur objectif, faire un aller-retour, ils ont créé leur plan, tout est compact, ils savent ce qu'ils vont faire. Et du coup, ils vont décider tout simplement de partir ensemble pour cette aventure qui, somme toute, va être épuisante, mais pas quelque chose qui leur fait peur. Ils finissent de définir les détails de leur plan le 8 janvier et vont partir définitivement pour leur expédition le 23 janvier 1959. Le gros avantage à ce moment-là qu'on va avoir plus tard, c'est que 3 d'entre eux vont posséder un appareil photo, ce qui va permettre en fait tout simplement de pouvoir avoir énormément d'images d'époque et d'essayer de comprendre ce qui s'est passé puisque tout a été en fait photographié, tout ce qui se passait, tout leur chemin, toutes leurs étapes. Et en plus de ça, durant leur expédition, certains vont écrire des journaux, notamment Igor Dyatlov qui va écrire un journal avec justement jour par jour ce qu'il se passe, le temps, la météo, ce qui s'est passé, enfin s'il y a eu des choses importantes dedans. En fait tout va être noté, donc on a vraiment une trace visuelle et écrite de toute leur expédition.
Très tôt le matin du 25 janvier, tout le petit groupe va arriver par train dans la ville d'Yvdel. Ils vont récupérer quelques vivres, voilà, manger tranquillement, histoire de prendre des forces pour l'expédition qui les attend, parce que une expédition en alpinisme, faut savoir que ça va demander énormément d'énergie, on monte en altitude, donc c'est vraiment des choses, il faut s'y préparer, hein. C'est pas quelque chose qu'on peut faire comme ça du jour au lendemain, monter un sommet, bon après ils sont habitués, mais voilà, ils prennent des forces, ils rigolent entre eux, on sent dans les photos que c'est assez bon enfant, voilà, ils sont contents, ils n'ont pas du tout d'appréhension concernant ça, ils sont contents de le faire, ils sont pressés de l'avoir validé et d'atteindre leur niveau 3 en alpinisme, c'est vraiment ça. À partir de cette ville, ils vont voyager en bus jusqu'à la ville de Visailles. Donc c'est un tout petit village, isolé, c'est leur dernier arrêt, on va dire, là où ils peuvent encore se nourrir, voilà, profiter un peu, prendre des forces, être au chaud, on va dire, dans des bâtisses, avant de commencer réellement leur expédition, puisque le col était situé très loin de là où ils étaient, donc ils ont eu tout un périple avant d'arriver au moment où ça y est, c'est parti, l'expédition va démarrer. Le matin du 27 janvier, ils vont embarquer dans un camion, tous ensemble, qui va les mener en fait au départ de l'expédition, donc là où ils vont être lâchés en pleine nature, seuls, et devoir justement commencer leur chemin et se débrouiller tout seuls. Et ils vont commencer leur expédition en début d'après-midi, ce jour-là. Le 28 janvier, donc le lendemain, on peut lire dans le journal d'Igor Dyatlov que l'expédition démarre plutôt bien, les températures sont assez douces pour la saison, c'est clément, ils arrivent à avancer plutôt vite, ils sont contents de leur avancée, ils sont contents d'eux. À ce moment-là, on estime qu'il fait à peu près moins 8 degrés, donc c'est plutôt agréable, entre guillemets, quand on monte à sommet qu'il fasse aussi peu froid, donc du coup ils étaient plutôt contents. Malheureusement, l'un d'entre eux, donc l'un des étudiants, a des problèmes de santé et va devoir les quitter pour rebrousser chemin. Cet individu est Yuri Yogin, il y a moyen que je prononce mal, et au final il a dû, justement, il a eu la chance de faire demi-tour, parce que bon, du coup il fera pas partie des victimes. Malgré son jeune âge, il a pas mal de problèmes de santé, il souffre de sciatique, il a des problèmes de genoux et des rhumatismes, donc vraiment c'est pas possible, il souffre trop, donc voilà, il préfère se dire qu'il rentre, qu'il rebrousse chemin et que voilà, il les laisse, donc l'expédition ne compte plus 10 personnes à ce moment-là, mais 9. Leur expédition continue, donc ça reste une expédition difficile, avec de la neige battue, où ils se tapent du vent glacial, les températures avoisinent quand même les moins 15 degrés en fonction de là où ils sont, donc c'est quelque chose de très épuisant, mais ils avancent plutôt bien et sont contents d'eux. Sur leur chemin, ils vont commencer à apercevoir, gravés sur des arbres, des signes. Je vous mets quelques photos. C'est des signes sur des poteaux en fait qui, quand on sait les déchiffrer, sont très utiles. C'est des signes d'une tribu, les tribus Mansi, c'est une tribu locale qui vit principalement de l'élevage d'élan et de chasse. Et en fait, ces symboles-là servent simplement à se repérer. Ça indique les animaux qui sont passés récemment dans les alentours, s'il y a un abri ou pas proche. Ça indique vraiment plein de petites choses super utiles pour des randonneurs, mais c'est surtout pour eux, dans la tribu, ça leur sert beaucoup. Et Igor Dyatlov, se dit que ce serait intelligent de suivre les pistes Mansi, les pistes de chasse, puisque effectivement ils vont pouvoir avoir des abris au fur et à mesure, et surtout des renseignements sur la faune locale, puisque effectivement on n'est pas à l'abri de croiser un animal plutôt dangereux, donc comme ça permet de savoir où ils vont. Le 30 janvier, les conditions météorologiques se dégradent énormément et ça devient très compliqué pour eux. Des vents extrêmement violents, des températures qui descendent extrêmement bas. On parle de moins 20 degrés, donc si des Canadiens regardent cette vidéo, ils vont sourire, mais nous par exemple, moins 20 degrés, c'est quelque chose. Et sachant que c'est moins 20 degrés la température, mais quand il y a du vent, le ressenti n'est pas le même. C'est vraiment, vous faites fouetter la tronche, c'est horrible. La neige, pareil, il y a des énormes chutes de neige, et en fait à ce moment-là, le petit groupe arrive à la fin de la piste Mansi, donc ils peuvent plus la suivre, donc ils vont se retrouver un petit peu, voilà, à eux devoir se débrouiller avec une météo qui n'est pas du tout avantageuse, avec une visibilité quasi réduite à néant. Sachant que plus l'avancée se fait, plus l'altitude prend. Forcément, quand vous montez une montagne, vous montez en altitude, donc en plus de toutes ces conditions, l'altitude se fait ressentir, voilà, ça devient plus difficile de respirer, ça devient plus difficile de faire des efforts, donc voilà, l'expédition commence à être délicate. Le soir du 30 janvier, ils vont poser leur tente près d'une rivière, la rivière Opsia. Donc ils vont tranquillement se poser ici, poser leur tente, reprendre des forces pour pouvoir continuer l'expédition dès le lendemain, en espérant que les températures et la météo se soient calmées. Malheureusement, le lendemain, la météo ne s'est absolument pas calmée, bien au contraire. Mais par chance, ils tombent sur une cabane abandonnée, certainement une cabane des Mansi, puisque un cerf dépecé à côté est retrouvé, donc assez frais.
Et en fait, ça va leur ouvrir une piste de chasseurs. Ils vont décider de suivre, tout simplement. Donc ça les aide encore un petit peu, malgré la météo qui se durcit. Voilà, ils ont quand même un chemin, un repère. Igor décide de le suivre et c'est parti, tout le monde s'engouffre là-dedans. On croirait quand même le début d'un film d'horreur, hein, on va pas se mentir. Surtout quand on connaît la fin. Le 1er février, la randonnée continue et ça devient de plus en plus raide puisque le col commence à se faire réellement sentir sous les pattes, la pente devient un peu compliquée avec la fatigue, etc. Donc ils décident tout simplement d'abandonner un peu de matériel et de vivre dans des caches. Donc en général, alors théoriquement les caches on les fait en hauteur pour éviter que les animaux du coin viennent manger vos provisions. Mais eux, bizarrement, ils vont les faire voilà, à même la neige, donc on suppose qu'ils ont dû les faire assez rapidement, peut-être fatigués, le froid allait savoir, donc ils les ont enterrés dans la neige pour pouvoir les récupérer quand ils feront marche arrière, quand ils auront atteint le sommet et qu'ils descendront, ils récupéreront des vivres à ce moment-là pour pouvoir voilà, reprendre des forces. Mais là, physiquement, ils préfèrent alléger leur sac à dos pour continuer leur avancée. Encore une fois, j'insiste, la météo est catastrophique, c'est de pire en pire et ils avancent de moins en moins vite. Ce jour-là, ils n'arriveront à faire que 2 petits kilomètres seulement dans leur journée, c'est épuisant. Il faut imaginer que vraiment, ils sont en train de marcher dans de la neige quasiment d'1 mètre, donc vraiment, il faut y aller. C'est un vent glacial, c'est des chutes de neige, c'est une visibilité réduite, c'est très compliqué. Et en fait, à cause du fait que leur visibilité est vraiment mais extrêmement réduite, sans le faire exprès, ils vont dévier de leur trajectoire et en fait, au bout de leurs 2 km, ils vont avoir dévié à peu près de 500 mètres par rapport à ce qu'ils voulaient. Donc au lieu d'atterrir à l'endroit qu'ils souhaitaient, ils vont se retrouver en fait sur le flanc nord de la montagne. Alors je vous dis le nom, Kholat Syakh. Je vous l'écris parce que vraiment je ne saurais pas le prononcer. Donc c'est la montagne voilà, à côté, c'est pas le col qu'ils voulaient. Mais là, épuisés, vraiment à bout de force, ils se disent que voilà, là il faut planter la tente, il faut se reposer. Donc c'est à peu près plat, c'est un versant, mais voilà, il faut quand même... Ils arrivent un petit peu, donc ils posent leur tente et ils vont se coucher. Avant de partir, Igor Dyatlov avait prévenu le club en fait d'alpinistes où ils étaient qu'il enverrait un message radio tout simplement quand ils seront rentrés dans la ville de Visaï, quand ils ont fait leur retour pour voilà dire voilà on est rentrés, on va revenir parce qu'une fois qu'ils étaient à Visaï, ils avaient encore un long chemin en bus, en train, etc. pour rentrer chez eux, mais ils voulaient prévenir, il avait dit qu'ils préviendraient quand ils seraient arrivés là pour voilà que les gens ne s'inquiètent pas. Le 12 février, date à laquelle normalement les randonneurs auraient dû rentrer, il n'y a toujours pas de nouvelles. À ce moment-là, personne ne s'inquiète parce que c'est absolument pas inquiétant qu'il y ait du retard dans une randonnée. On s'entend, il y a toujours des péripéties, etc. Ça se passe jamais comme prévu. Donc qu'il y ait quelques heures, quelques jours de retard, c'est pas inquiétant. Donc personne ne s'inquiète à ce moment-là du fait que les jeunes ne soient toujours pas rentrés. En revanche, le 20 février, quand aucune nouvelle n'est arrivée du col et que les jeunes ne sont toujours pas rentrés, c'est les familles, hein, tout simplement des étudiants, qui vont commencer un peu à s'alarmer en se disant que c'est pas normal, ils auraient dû quand même rentrer. Là, il y a 8 jours d'écart par rapport à ce qui était prévu, donc ils vont commencer un peu à alerter tout le monde. Ils vont demander à l'école et au club de envoyer du monde sur le col pour aller voir si tout se passe bien, où ils en sont et dans le doute s'ils ont besoin d'aide d'y aller. L'école polytechnique va détacher un groupe de volontaires, de randonneurs, pour partir justement sur leurs traces, pour essayer de les retrouver, essayer de comprendre où ils sont, où est-ce qu'ils sont bloqués, s'ils sont en danger, qu'est-ce qui se passe. Et très rapidement, l'armée et la police va déployer des hélicos, du monde pour les aider dans leur recherche, parce qu'on parle d'un col, hein, c'est pas non plus assez facile. Les conditions météorologiques étaient très compliquées, les gens le savaient. Donc forcément, ils vont détacher du monde pour lancer les recherches. C'est le 26 février 1959 que pendant les recherches sur le col, l'une des volontaires va apercevoir dans la neige un piquet de tente dépassé. Donc vous avez la neige, vous avez le piquet de tente qui dépasse et du coup va signaler ce qu'elle vient de voir. Tout le monde va y aller, va creuser en fait et au bout d'un moment, ils vont sortir de la neige une tente. C'est la tente des randonneurs qui sont recherchés. À l'intérieur de celle-ci, il y a tout leur équipement. Mais il n'y a personne. Personne dans la tente. Et là, c'est super bizarre. Parce qu'en analysant cette tente, ce qui va ressortir, c'est que la tente a été éventrée de l'intérieur, comme si quelque chose avait fait en sorte que le groupe avait dû éventrer la tente pour pouvoir sortir rapidement.
Mais il n'y a aucune autre trace bizarre, pas de sang près de la tente, on parle de lieux gelés, donc s'il y avait du sang, elle serait conservée au moins sur la tente, mais rien du tout. En revanche, autour de la tente, il y a 9 jeux d'empreintes qui vont être retrouvés, des empreintes des étudiants, avec la particularité que la plupart n'avaient pas mis de chaussures. Il y avait des traces de pas en chaussettes, certains portaient une seule chaussure, d'autres portaient une seule chaussette, pieds nus. Donc très bizarre, mais ce qui était encore plus bizarre, c'est que les empreintes de pas, comment elles étaient disposées, suggéraient qu'ils n'étaient pas partis en courant. Donc ils auraient éventré la tente, seraient sortis de la tente, mais pas dans la panique, puisque les traces de pas indiquent qu'ils sont partis en marchant. Évidemment, la chose logique à faire à ce moment-là, c'est de suivre les traces de pas qui étaient proches de la tente pour essayer de localiser les étudiants, même si là, honnêtement, à ce stade-là, il faut pas se leurrer vu les températures, sachant que tous leurs équipements étaient dans la tente enfouis dans la neige. On recherche plus des gens vivants. Ça fait une vingtaine de jours, voire plus, puisque l'histoire je l'ai arrêtée un peu avant. Donc on va dire que ça fait 26 jours qu'ils sont dans le col tout seuls sans équipement. A priori pieds nus, voilà, on se doute que ça va être des héros s'ils ont réussi à survivre. En suivant les traces de pas, à plus d'1 kilomètre de la tente, les enquêteurs vont arriver près d'un cèdre, donc un grand arbre, où on va voir en fait une trace d'un feu de camp. Donc on voit qu'il y a un feu de camp qui a été fait, et très rapidement, à côté de ce feu de camp, va être retrouvé 2 corps, donc 2 corps d'étudiants, qui sont pieds nus et quasiment nus. C'est-à-dire que dessus, on retrouve uniquement quasiment des sous-vêtements, ils sont vraiment habillés très légèrement, comme s'ils avaient dû sortir rapidement de la tente, sans même avoir le temps d'enfiler quelque chose de chaud, sachant les températures à l'extérieur. Autre chose que les enquêteurs remarquent assez rapidement, c'est que le cèdre, donc l'arbre qui est près d'eux, a les branches cassées sur environ 5 mètres de hauteur. Donc comme si soit un étudiant avait essayé de grimper rapidement à l'arbre pour fuir peut-être quelque chose, ou des spéculations disent peut-être un animal assez gros qui a réussi à casser les branches. Enfin déjà là on commence à avoir des choses qui se dessinent un peu bizarres, c'est très étrange. Entre la tente et le cèdre, on va retrouver également 3 corps sur le chemin. Le positionnement des corps indique, en tout cas nous montre que ils étaient sur le retour, comme s'ils étaient partis vers le cèdre et que ces 3 étudiants revenaient vers la tente, mais que malheureusement ils n'ont pas atteint la tente et seraient morts avant. Donc les corps sont retrouvés. Dans les 3 corps qui sont retrouvés entre la tente et le cèdre, on retrouve le corps d'Igor Dyatlov, le leader, enfin le chef on va dire du groupe qui les avait un peu menés. Donc voilà, il est retrouvé décédé également. Donc là on arrive à 5 personnes sur 9 déjà retrouvées décédées. Bon. C'est pas une surprise pour les enquêteurs honnêtement, parce que forcément je vous dis avec une température comme ça fait 1 mois qu'ils sont censés être rentrés. Voilà, on savait, je pense qu'ils savaient d'avance ce qu'ils allaient trouver. Enfin, peut-être même qu'ils les auraient sûrement pas retrouvés. Mais ils savaient qu'ils allaient les retrouver décédés sûrement. Les premiers corps sont envoyés du coup forcément en enquête, en autopsie. Ils sont rapatriés, ils sont autopsiés forcément, c'est la procédure. Il n'y a pas de traces de coups, de violence, de blessures mortelles dessus. Donc rapidement, l'autopsie va être conclue par de l'hypothermie, hein, tout simplement. Bon déjà les 2 premiers corps retrouvés étaient quasiment pas habillés, les autres un peu plus chaudement, mais ça restait très léger. Et du coup voilà, très vite, c'est l'hypothermie, c'est l'accident malheureux qui arrive à très souvent à des alpinistes dans le monde. Il y a énormément d'accidents sur des cols montés. Donc voilà, c'est conclu à l'hypothermie. Mais il manque encore des corps. Donc les recherches continuent pour essayer de retrouver le corps des dernières personnes, sachant que bah, voilà, les familles ont envie de savoir et voilà, être rapatriées. Donc il faudra plus de 2 mois pour retrouver les derniers corps sur le col. Et c'est là que tout va devenir très bizarre. Les corps étaient enfouis sous 4 mètres de neige, d'où la difficulté de les retrouver, à peu près 75 mètres du camp dans un ravin. Donc ils étaient vraiment bien cachés pour le coup. Donc jusque là, bon, peut-être précipitation de neige qui les a recouverts, bien que dans ces cas-là, les autres corps auraient dû être recouverts aussi, vous voyez. Mais là, ils étaient dans un ravin. Déjà, quand les corps sont découverts, déterrés de la neige, les enquêteurs reculent un peu, parce que les corps sont pas du tout dans le même état que
leurs collègues, j'ai envie de dire. Là, on parle de corps qui sont extrêmement abîmés, à tel point que sur 2 corps, dont l'un en particulier, le visage est complètement arraché, enfin, il n'y a plus de visage, plus de peau. Il y a plus, 2 d'entre eux n'ont plus d'orbite, ils n'ont plus d'œil, enfin, les yeux ont complètement été enlevés. Alors ça je l'ai vu parce que j'ai pas regardé que ce que je vous mets en description, mais j'ai regardé pas mal d'articles en plus. Et apparemment il y avait une langue arrachée aussi, mais j'ai pas trouvé confirmation, donc prenez ça avec des pincettes, la langue arrachée. Mais déjà c'est une vision assez horrible hein, qu'on a, et surtout leur cage thoracique, donc après autopsie, donc ils vont être envoyés en autopsie comme les premiers, leur cage thoracique a été complètement écrasée, donc vraiment aplatie. C'est pas normal. Sachant que, en fait, ce qui perturbe le médecin légiste ainsi que les enquêteurs, c'est qu'ils ont des blessures très graves. Bon, bah, le visage, je vous en parle pas, mais sur le corps, mais par contre, il n'y a aucune trace extérieure apparente. Donc, les côtes sont cassées, mais il n'y a pas d'hématome, il n'y a pas de... On voit bien qu'il n'y a pas de signe de violence ou de lutte, quelque chose, ils se seraient battus entre eux. Voilà. L'autopsie, quand elle va être faite, ça va être conclu qu'en fait, pour avoir ce genre de blessure, c'est une compression. Le médecin légiste explique que ce genre de cas, on les voit uniquement dans des accidents de voiture très graves, en fait, avec une force d'appui, si on peut dire, d'écrasement très grosse. Et l'un d'entre eux avait le crâne complètement défoncé. Voilà, il était vraiment éclaté. Donc là, ça commence à être bizarre, parce que les premiers corps, bon, on voyait bien l'hypothermie, mais là, les blessures sont très très graves quand même. Sauf que, bah, il n'y a aucun indice, il n'y a rien qui... Quand on regarde autour, il n'y a rien. Sur la rapport d'autopsie, on peut même lire que la force qu'il faut du coup pour infliger ce genre de blessure avec les cages thoraciques écrasées ne peut pas être causée par un être humain. Donc la piste de, par exemple, un rôdeur qui aurait fait ses blessures en tuant les étudiants, ou alors qu'un étudiant a eu une folie meurtrière, et voilà, c'est déjà arrivé, hein, il y a eu des cas comme ça. D'ailleurs, je suis en train de faire des recherches sur un cas comme ça, donc restez connectés, il y en a un qui va arriver, il est plutôt intéressant. On sait, mais là c'est pas possible, ça vient pas d'un être humain. La force qu'il faut pour casser les os est beaucoup trop importante pour que ce soit lié à un être humain. Et encore une fois, ce qui est très bizarre, c'est l'état de 2 des corps. L'un des corps, celui de Liuda Dubinina, alors encore une fois les noms on m'en voudra jamais, donc elle avait plus de visage, plus de yeux et potentiellement plus de langue, mais ça je vous le dis, prenez avec des pincettes, donc était extrêmement abîmé. Celui de Zemion Zolotariov également avait la peau du visage extrêmement abîmée, plus de globe oculaire également, des blessures assez étranges. Leur peau avait des couleurs assez bizarres, bon, bleu, violet, hein, assez classique dans la mort si on peut dire, surtout par hypothermie, mais il y en a avait des teintes jaunâtres, grisâtres. C'était assez particulier à voir, ça devait être même dégueu à voir. Sans surprise, dans un premier temps, l'enquête va se tourner sur les Mansi. Vous vous souvenez bien, c'était une tribu locale hein, qui vivait dans le coin depuis très longtemps, qui vivait de la chasse et de l'élevage d'élan. Forcément, des gens qui vivent en autarcie et qui ne vivent pas sous les coutumes, on va dire, moyennes, sont toujours visés en premier. Et du coup, forcément, ils vont être visés en se disant que peut-être ils n'ont pas aimé le fait que les étudiants étaient sur leur territoire et que, bah voilà, ils les ont attaqués durant leur sommeil. Très rapidement, l'hypothèse va être écartée parce que, bon, bah, ils ont été questionnés et ils ont absolument rien à voir là-dedans, puis ils s'en foutent, quoi. C'était sur la montagne, il y a beaucoup de gens qui montent la montagne, il n'y a rien de fou, quoi. Et de toute façon, ça commence à être compliqué parce que les traces qu'on retrouve près d'eux, près des corps, près des tentes, appartiennent aux étudiants. Il n'y a pas d'autres traces de pas qui pourraient appartenir à un étranger. On n'a pas l'impression de lutte, à part le fait que la tente a été arrachée de l'intérieur pour qu'il sorte. On n'a pas de traces évidentes de quelque chose comme ça, d'une attaque. Et surtout les blessures infligées, donc on n'a pas de blessures physiques externes, donc on n'a pas de coups contondants, on n'a pas de blessures par arme blanche, on n'a pas de tout ça, ou par arme à feu. Mais on a des blessures qui ne peuvent pas être infligées par l'homme. Donc ça peut pas être un homme le coupable, vous voyez? C'est logique en fait. Mais là du coup ils se retrouvent un peu dans une impasse les policiers. Parce qu'on a des corps, ok, hypothermie, mais les autres ils présentent des blessures quand même sacrément graves. Donc la mort, on peut pas la classer comme accidentelle. Et surtout le plus étrange, c'est que les vêtements des randonneurs ont été analysés et il s'avère que les habits sont radioactifs. Et oui. Et là, le mystère s'épaissit. De plus en plus.
Sans surprise, au vu de la complexité de l'affaire, elle va être rapidement classée. Impossible de déterminer quoi que ce soit. De toute façon, a priori, aucune personne n'est censée être responsable de ça, donc l'affaire est tout simplement classée. Le rapport d'enquête va préciser simplement en conclusion, je cite, sans vous mettre un effet vocal, compte tenu de l'absence de blessures extérieures au corps ou de signes de bagarre, de la présence de tous les objets de valeur du groupe et compte tenu également de la conclusion des examens médicaux pour les causes de décès des randonneurs, il est conclu que la cause de leur disparition était une force écrasante que les randonneurs n'ont pas pu vaincre. Sacrément mystérieux tout ça. Mais que s'est-il passé pour que ces étudiants doivent sortir de leur tente dans la panique, sans être dans la panique puisqu'ils sortent en arrachant leur tente, mais en ne courant pas, quasiment nus pour la plupart, et qui se retrouvent, on les retrouve un mois après avec des blessures aussi graves qui ne peuvent pas être causées par l'homme. C'est un vrai mystère. Pendant des années et des années, il y a énormément de personnes qui ont essayé de résoudre ce mystère, puisque forcément, dès qu'on parle de mystère, voilà, c'est intéressant, ça, on a envie de savoir ce qui s'est passé, c'est évident, et il y a énormément de théories qui sont nées après ça, évidemment, puisque quand on ne sait pas, il faut qu'on trouve, hein, c'est plus fort que nous, c'est normal. L'une des théories voudrait que des témoignages d'autres randonneurs cette nuit-là, donc la nuit du 1er février, ou le soir où le groupe de randonneurs a posé leur tente sur le flanc de la montagne, auraient aperçu des globes orange voler au-dessus de l'endroit où se trouvaient les randonneurs. C'était des randonneurs qui se trouvaient à peu près à cinquantaine de kilomètres de là où étaient nos malchanceux, et du coup rapporterait que potentiellement des ovnis auraient été repérés dans cette zone, en tout cas au moment de leur décès bizarre. Ce qui pourrait, entre guillemets, pour beaucoup de personnes, expliquer le côté radioactif, le côté que c'est une force inhumaine qui a causé des dégâts. Donc la thèse de l'extraterrestre a été avancée, bien évidemment. On l'avance souvent quand on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Notre hypothèse va naître également en fouillant dans les photos des randonneurs, puisque je vous dis, ils ont été énormément documentés, et on va retrouver une photo, je vous la montre, hein, je vous la mets, où on aperçoit une sorte de forme un peu humanoïde, assez grosse, qui semble un peu rester cachée en retrait, et les randonneurs ont réussi à la prendre en photo. Beaucoup spéculent, est-ce que le Yeti existe? Ça ressemble au Yeti. Est-ce que le Yeti, une créature imaginaire à la base, issue plutôt de la cryptozoologie on va dire, mais est-ce que ça expliquerait peut-être pourquoi l'un des étudiants essaie de grimper à 5 mètres de hauteur dans un arbre pour échapper à quelque chose, ou bien même que ce soit le Yeti qui ait cassé les branches de l'arbre avant de tuer les étudiants, et qu'avec la force que cette bête est censée avoir, en les serrant, a pu écraser leur côte. Alors c'est une hypothèse qui somme toute plausible. Évidemment, la thèse du randonneur qui a eu une folie meurtrière, elle est très vite, encore une fois, écartée, même si elle a été analysée, puisque on ne sait jamais, mais je vous dis, les blessures sont clairement pas possibles d'être faites par un humain. Et la théorie la plus répandue reste qu'un exercice militaire aurait mal tourné. Tout simplement, encore une fois, ça pourrait expliquer la radioactivité des vêtements et les ADC, etc. Peut-être qu'il y a eu un exercice militaire et qu'ils n'avaient pas vu qu'il y avait des randonneurs dans le coin, qui l'ont fait et oups, crotte. Peut-être que c'était un test d'une arme expérimentale par l'armée rouge à ce moment-là. C'est en tout cas la théorie la plus répandue. Dans les années 90, le col de la montagne va être rebaptisé en l'honneur des randonneurs et du coup il sera rebaptisé officiellement le col Dyatlov pour en mémoire, avec des plaques en leur mémoire, etc. autour de ce mystère, parce que l'histoire est incroyable. En tout cas sur les théories on a fait le tour, toutes assez farfelues, mystérieux. Évidemment qu'on a envie de savoir, mais qu'est-ce qui s'est passé du coup dans ce col? Qu'est-ce qui a fait que les étudiants sont morts de cette façon? Évidemment, c'est hyper intriguant parce qu'on a énormément de choses qui correspondent à rien en fait. Des blessures infligées par une force inexplicable, de la radioactivité sur leurs vêtements, une tente qui a été déchirée de l'intérieur,
des étudiants qui semblent avoir fui quand même dans la précipitation de leur tente à moitié nus, pieds nus dans la neige par moins 20 degrés, enfin vous voyez c'est très bizarre quand même. Mais alors du coup qu'est-ce qui s'est passé? Faut savoir que cette histoire-là, on enquête toujours dessus, enfin aujourd'hui c'est résolu on va dire, mais elle date de 1959 et pourtant en 2019 et en 2021 il y a 2 contre-enquêtes qui vont être réalisées avec des tests notamment pour pouvoir expliquer ce qui s'est passé au col de Dyatlov. Pourquoi on fait encore des tests à ce moment-là, dire que l'histoire date d'il y a super longtemps? Pour 2 raisons. La première c'est que comme ça on peut enfin pouvoir dire pourquoi, parce que les méthodes d'enquête n'étaient pas les mêmes en 1959, on n'avait pas la même technologie, donc là on va pouvoir se plonger réellement dans l'histoire et essayer de comprendre ce qui aurait pu être causé ça scientifiquement. Deuxième raison c'est que ça alimente énormément de théories du complot, ce genre d'histoire, alors pour la simple et bonne raison qu'il y a énormément de preuves d'enquête qui auraient été dissimulées ou perdues durant l'enquête. Et beaucoup soupçonnent le gouvernement tout simplement de vouloir cacher des choses. Ça on y reviendra après. Donc 2 contre-enquêtes vont être réalisées. De plus, l'enquête initiale, donc l'enquête en 1959, a été complètement bâclée. C'est-à-dire que les autopsies ont été faites. Le médecin légiste en plus sur les premiers corps, il voyait que c'était à peu près la même chose. C'est presque s'il regardait pas les corps, 2-3 n'ont même pas été faits en autopsie, marqué hypothermie. L'enquête d'elle-même, ils se sont pas pris trop la tête non plus. Les pièces, ils les en ont perdu. Enfin, vous voyez, c'était vraiment bâclé de A à Z. Donc bon, autant refaire une contre-enquête. Donc oui, le fait que des pièces étaient perdues, on accuse le gouvernement de vouloir cacher quelque chose. Donc ça alimente la théorie justement de l'exercice militaire qui aurait mal tourné. Mais bon, à cette époque, encore une fois, on parle de 1959. L'URSS, si elle voulait cacher des preuves, est-ce qu'elle n'aurait pas plutôt enterré le sujet, pas médiatiser l'affaire, au lieu de juste enlever quelques pièces? Enfin, vous voyez, c'est trop gros, c'est trop bizarre, non. Concernant les théories, on va se replonger dedans. Pour les ovnis, beaucoup évidemment s'accordent à dire que les témoignages des randonneurs présents et qui auraient vu ça sont plus que bancals. On va pas se mentir, ça reste des spéculations, c'est hyper bizarre, mais ce qui démontrait complètement cette théorie, elle est assez simple. Pour rappel, la nuit où les randonneurs ont posé leur tente sur le col où ils ne devaient pas être, il faisait un temps exécrable. Ils ont tellement eu de difficultés avec le temps qu'ils se sont écartés de leur trajectoire parce qu'ils ne voyaient pas à 10 mètres devant eux. Il y avait tellement de neige, de vent, de froid, vous voyez qu'on ne voyait rien. Alors comment à 50 km, des gens ont pu voir des ovnis? Très bonne vue. Alors on peut se dire que à 50 km le temps n'était peut-être pas le même et que vous avez une meilleure visibilité, mais bon, c'est assez chelou quand même. Concernant la thèse du Yéti, je vous remets la photo. Qu'est-ce que vous voyez? Moi personnellement, quand j'ai vu la photo la première fois, je me suis dit mais c'est un randonneur en fait, c'est pas un Yéti. C'est juste un randonneur. La qualité de la photo est floue, mais qui aurait le temps, excusez-moi, de prendre une photo d'un Yéti aussi bien? Mais après, les photos qui suivent dans l'appareil, personne n'est paniqué. Ils rigolent, ils posent leur tente, ils mangent. Perso, je vois ça qui me suit. Si réellement il y a une bête, je panique. Déjà, j'ai même pas le temps de prendre une photo. Quoique, dans notre génération aujourd'hui, on ne sait pas. Les gens peuvent filmer des choses pour pouvoir avoir un contenu avant leur sécurité ou la sécurité des autres. Mais ça, c'est encore autre chose. Mais bon, la théorie du Yéti, honnêtement, elle est naze. On va pas se mentir, il n'y a rien qui prouve qu'il y a un Yéti, et il y a encore moins de choses qui vont dans ce sens-là. Voilà. Le problème, c'est que encore une fois, il y a eu pas mal de trous dans l'enquête initiale, des choses perdues, mais quand on a des manques comme ça, on essaie de les combler, et puis alors là, avec le mystère qui englobe ces histoires, et on essaie de mettre des choses un peu plus mystérieuses. Mais non, le Yéti, non. Non, la théorie du Yéti, on est d'accord que non. Dans les premiers temps de l'enquête, en 1959, évidemment, la thèse de l'avalanche va être amenée. C'est évident, on est en montagne. Mais le problème, c'est qu'en fait, ça va être écarté parce que, bon, déjà la pente est pas raide, on est sur une pente à 30 degrés, donc ça reste, c'est du faux plat, mais en général, on n'imagine pas qu'une avalanche peut arriver là. Mais il n'y avait pas de traces de coulée, en fait, de traces comme quoi une avalanche était passée, donc tout de suite, l'hypothèse a été écartée. Bien qu'en fait, ils auraient pu se dire tout simplement que ça faisait un mois qu'ils étaient là-haut.
Donc même si la pente était peu raide, la coulée elle est passée, mais en un mois il a peut-être reneigé, enfin la coulée a dû s'effacer en fait, mais voilà, ils ont écarté cette hypothèse d'un revers de la main en disant que c'est pas possible. Donc forcément quand on dit ça, c'est évident que du coup les gens se sont questionnés et ont trouvé que le mystère était incroyable autour de ça parce que à l'époque du coup scientifiquement on ne pouvait pas l'expliquer. Les rapports d'autopsie, les rapports d'enquête disaient que les randonneurs étaient morts face à une force inexplicable qui ne pouvait pas résister. Donc forcément ça alimentait énormément de théories, c'est logique, mais aujourd'hui, nos technologies permettent d'aller chercher un peu plus en profondeur en fait. Donc les nouveaux enquêteurs, ils ont repris tous les éléments et ils ont décidé d'essayer de recomprendre en faisant des expériences au plus près de la réalité et d'essayer de voir si l'hypothèse de l'avalanche est vraiment si peu probable. Donc c'est des spécialistes suisses spécialisés en mécanique des avalanches qui vont travailler sur le sujet et tenter de réaliser plein de petites expériences avec les mêmes pentes, etc. pour voir si c'est réalisable. Et la conclusion qu'ils vont tirer de toute l'expérience, c'est assez étonnant, c'est qu'une avalanche peut se déclencher même sur des pentes très faibles. En fait, une avalanche peut se déclencher tout simplement si vous avez une couche de neige épaisse sur une couche de neige plus fine. Ce qui fait qu'il y a un moment, s'il se passe un peu plus de neige ou quoi, le poids de la couche épaisse va forcément glisser à cause de celle qui est fine en dessous. Donc ça va créer tout simplement un glissement dans la neige. Donc voici le déroulé des faits pour les nouveaux enquêteurs. Quand le groupe de randonneurs décide de poser leur tente et d'arrêter leur avancée due aux conditions météorologiques, ils se mettent en fait à creuser dans la neige pour pouvoir avoir une zone plate si vous voulez. Parce que même si on est sur du plat ou du faux plat, eux ils le voient en posant leur tente que ça va pas le faire. Donc ils creusent un peu dans la neige, créant un peu, vous voyez, une sorte de un petit congère si vous... et ils posent leur tente là. En plus ça va les protéger un peu du vent, le fait que vous ayez un peu de neige sur le côté. Puis ils se doutent pas en fait que là potentiellement ils viennent de sceller en fait leur vie. Donc pour eux ils voient pas le problème, il n'y a pas de souci puisque la pente est légère, donc aucun risque. Mais dans la nuit, le vent il va devenir plus violent d'après les rapports météorologiques. Parce qu'on les a les rapports, vous pouvez même les voir sur le site. D'après les tests réalisés auprès de simulateurs, quand la coulée a recouvert la tente, elle a écrasé les personnes qui étaient encore à l'intérieur. Donc certains ont réussi à sortir, mais d'autres ont été emportés avec ça. Et elle a exercé une pression allant jusqu'à 400 kg. Donc c'est gigantesque, donc forcément que ça va causer des dégâts. Une fois que la coulée elle est passée, ils ont réussi à déchirer pour sortir leur tente, donc ils ont dû déchirer la tente de l'intérieur pour réussir à se faufiler à l'extérieur. Évidemment avec le choc que la petite avalanche a fait sur eux, ils étaient paniqués mais pas trop. En fait si vous voulez, ils n'ont pas eu le temps de récupérer leurs armes parce qu'ils avaient qu'une hâte, c'était de sortir, mais il n'y avait pas de danger au point de courir puisque l'avalanche était déjà terminée, vous voyez. Donc c'est pour ça qu'il n'y avait pas de panique dans les pas. Deux des victimes qu'on a retrouvées étaient quand même beaucoup plus habillées que les autres. Donc on suppose qu'il y en avait deux qui étaient à l'extérieur de la tente, sûrement pour aller faire pipi, ou peut-être même qu'ils avaient entendu un craquement pas loin de la tente, justement, qui était en train de vous signaler que l'avalanche allait avoir lieu, et qui sont sortis de la tente, qui ont eu le temps de s'habiller plus chaudement, qui sont sortis de la tente pour aller faire pipi, ou alors pour vérifier qu'il n'y avait pas de danger imminent autour de la tente. Et à ce moment-là, ça a craqué, et clac, l'avalanche a emporté, s'est écrasée sur la tente, et voilà. Et ces deux personnes vont aider les personnes qui sont encore enfouis et qui arrivent à sortir de sous la tente tout simplement. Donc ça les aide à sortir. Mais le problème c'est qu'ils vont se retrouver en fait tous dehors. Donc oui cool, ils ont survécu à l'avalanche, mais ils se retrouvent dehors, certains à moitié nus, mais tout leur équipement se trouve dans la tente, sous la neige, bloqué dans cette épaisse neige. Donc là ils se retrouvent un peu comme des cons à moitié en slip dans le froid, avec très peu de chance de s'en sortir. Sachant encore une fois qu'à ce moment-là, le vent était hyper violent, donc là ça devait leur lacérer la peau, ça devait être très désagréable. Donc à ce moment-là, leur réaction elle a été somme toute logique, ils ont cherché un refuge, donc un refuge naturel, pour pouvoir au moins se protéger du vent, du froid, et essayer de voir ce qu'ils pouvaient faire. Donc le groupe de survivants, donc là on imagine qu'il y avait les 3 corps qu'on a retrouvés entre la tente et le cèdre, et les 2 corps qui ont été retrouvés près du cèdre. Les autres, on suppose qu'ils ont été tout simplement écrasés par l'avalanche, en fait, amenés avec l'avalanche plus loin, dans un ravin. Ils vont vers le cèdre, ils arrivent à une sorte de petite forêt avec quelques arbres, donc là où il y a le cèdre, et vont allumer un feu de camp, d'où le feu de camp qu'on a retrouvé précédemment. Pour l'instant, tout se tient debout.
Ils allument le feu de camp, ils se posent autour, et voilà. Alors ils essaient d'allumer le feu de camp, alors a priori il n'a pas réussi à être allumé je crois, mais voilà, pour se réchauffer, mais impossible. À ce moment-là, une partie du groupe décide de rebrousser chemin, donc de repartir vers la tente, pour tenter de creuser et d'accéder à leur équipement, parce qu'ils savent que sans ça, c'est foutu. Malheureusement, on le sait maintenant, ce groupe-là n'a pas réussi à atteindre la tente. Il sera mort d'hypothermie avant d'atteindre la tente, et c'est pour ça qu'on les retrouvera d'ailleurs entre le cèdre et la tente, avec les corps inclinés de façon à ce qu'on voit qu'ils allaient vers la tente, vous voyez. Concernant les 2 corps qui ont été retrouvés près du cèdre et que les branches sont cassées, et bien tout simplement ils ont dû se servir des branches en fait certainement, les casser pour leur feu, pour essayer d'allumer le feu, mais le feu n'a pas pris, etc. Mais il n'y avait pas de... peut-être pas où se protéger, tout simplement en se disant, en grimpant dans l'arbre, bah, ils auraient pu la peau à même la neige, puisque les 2 corps qui ont été retrouvés à ce moment-là étaient quasiment nus, donc avec des sous-vêtements. Donc peut-être qu'ils se sont dit, bah, peut-être que si on grimpe sur l'arbre, au moins on sera peut-être mieux. Donc ils ont essayé. Il n'y a rien de, il n'y a pas d'Yeti, il n'y a pas de tout ça. Mais là vous allez me dire, oui bah c'est bien beau tout ça, mais ça explique pas l'état de certains corps. Là, les corps qui ont été retrouvés, d'accord, hypothermie, ok, d'accord, mais par contre, les corps qu'on a retrouvés, là, qui manquaient les yeux, le visage, etc., du coup, pourquoi? C'est hyper chelou. Bah, une chose que les gens qui partaient dans les théories du complot ne disaient pas ou très peu, malgré que pourtant, sur les radiographies, on le voit très bien, c'est que les corps ont été retrouvés, en fait, dans sous de la neige, mais en fait, dans la neige, il y avait une sorte de rivière, il y avait un cours d'eau. Les corps ont été retrouvés, le visage dans l'eau. Voilà, et on sait que l'eau accélère la décomposition. Il n'y a pas trop à chercher en fait, hein. C'est juste que ils sont restés, parce que ces corps-là ont été retrouvés 2 mois après les autres, donc ils sont restés quasiment 3 mois la tête dans l'eau avec un courant continu. Forcément, les chairs se sont décomposées plus rapidement, ça explique l'état. Et là, vous allez me dire, ok, mais la radiation sur les vêtements qui a été retrouvée, surtout qu'en plus, il y en a qui disaient oui, ils ont effacé, on n'entend plus parler, c'était pas vrai. Si, les vêtements étaient effectivement radioactifs. Mais il y a une explication. Comme tout. Des chercheurs ont été sur la montagne et ont décidé de relever la radiation ambiante de la montagne. La montagne est radioactive. Voilà. Alors quand je dis radioactif, attention, hein, c'est pas non plus de l'uranium, hein. Elle a un taux de radiation plus élevé que la moyenne. Voilà, c'est tout. Et forcément, bah, nos groupes d'étudiants qui étaient en plein dans une randonnée, dans une expédition là, bah, leurs vêtements ont juste absorbé tout simplement la radiation ambiante. Mais il n'y avait pas de radiation extrême sur les vêtements, ni dans la montagne. Mais c'est juste que voilà, ça a juste absorbé la radiation environnante. Donc il n'y a pas réellement de mystère à ça, c'est vraiment juste ça. Et dernière petite chose aussi, c'est que voilà, je vous l'ai dit au début, j'ai fait l'erreur exprès, la montagne de la mort. Beaucoup l'appellent comme ça, donc avec tout ce mystère, la montagne de la mort, est-ce que c'est pas quelque chose de surnaturel qui s'est passé? Il y a des films qui ont été faits, il y a des jeux vidéo qui ont été faits sur ça. Non, elle veut pas dire la montagne de la mort, c'est juste la montagne morte. Voilà. C'est une nuance. Mais montagne morte veut dire juste qu'il n'y a rien en fait dessus, il n'y a rien qui pousse. Hein. Mais bon, tout est bon pour alimenter le mystère. Donc voilà pour cette histoire, j'espère qu'elle vous a intéressé parce qu'elle est quand même hyper intéressante dans le sens où c'est assez horrible ce qui s'est passé quand même, hein. Les randonneurs ne sont jamais rentrés chez eux, âgés d'une vingtaine d'années pour la plupart, mais on parle de quelque chose qui a alimenté énormément de théories du complot, des théories extraterrestres, avec un Yeti, etc. pendant des années et des années, puisqu'on a eu la conclusion qu'en 2021, avec le rapport de 2021 et 2019, donc à partir de 2019 on a commencé, mais la conclusion qui a été faite en 2021, de en fait la finalité. Donc vous imaginez, oui, à peu près une 60aine d'années pour conclure l'histoire. Alors ce serait juste une avalanche, une micro-avalanche qui a malheureusement coûté la vie à des randonneurs, ce qui arrive malheureusement très souvent. Ça arrive à énormément de personnes qui partent en randonnée. La montagne, c'est un endroit extrêmement dangereux, hein. C'est bon, comme l'océan, comme tout, mais la nature est dangereuse. Et parfois, les choses les plus simples sont les explications les plus logiques. C'est plus logique. Autant aller au plus simple plutôt qu'au compliqué.
Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire si vous la connaissiez dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si, même si vous la connaissez, si vous en avez pris plus et si vous avez apprécié. Je prends note évidemment de toutes vos remarques en commentaire, j'essaie de m'améliorer avec le montage, vous savez que c'est pas encore mon truc de fou mais j'essaie vraiment de m'améliorer. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est super important, c'est hyper motivant et moi ça me permet réellement de tout simplement d'être encore plus motivée à vous sortir des histoires chaque lundi. Et sur ce, on se dit tout simplement à lundi prochain pour la prochaine vidéo et je vous dis adieu.